Bonjour et bienvenue dans Rideau Rouge, votre rendez-vous culturel hors des sentiers battus. Je suis Alex, metteur en scène et fondateur du Bazar Culturel. Après avoir été 7 ans directeur de compagnie, j'ai monté un centre d'animation itinérant pour démocratiser l'accès à la culture et encourager les pratiques artistiques populaires. Dans ce podcast, je pars chaque semaine à la rencontre de personnalités, libres penseurs ou collectifs qui contribuent par leurs actions au partage des savoirs et des expériences. Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Et hello tout le monde, très heureux de vous accueillir dans ce 60e épisode de Rideau Rouge. C'est toujours une petite victoire pour moi d'atteindre une nouvelle dizaine, puisque c'est le signe que le podcast tient la route. Et surtout, c'est le signe que vous êtes toujours là, à l'écouter. Donc merci à vous, chers auditeurs, pour vos likes, vos commentaires et vos partages qui me vont droit au cœur. Aujourd'hui, nous allons parler formation. Et ça tombe plutôt bien car je suis justement de retour à l'école en ce moment. Et pour ne rien vous cacher, ce podcast a même été préparé depuis un TER. Les gens autour de moi doivent me prendre pour un fou à sourire tout seul devant mon ordinateur, parce que oui, vous me mettez de bonne humeur, que voulez-vous ? Mais peu importe, je m'égare et ce n'est pas le sujet. Nous allons parler formation, vous disais-je. Mon invité s'appelle Mathieu Fulchik. Il est éducateur spécialisé dans une association qui accompagne des personnes en situation de handicap, mais également accompagnateur VAE pour les diplômes d'État d'éducateur spécialisé et moniteur éducateur. Sur sa chaîne YouTube, Devenir éducateur, il donne des conseils sur comment préparer et réussir sa validation des acquis de l'expérience, la VAE, et c'est de ça qu'il vient nous parler aujourd'hui. Bonjour Mathieu, comment ça va ? Bonjour Alex, écoute, ça va très bien, je te remercie. C'est chouette de te recevoir ce matin pour parler de ton parcours, de ta chaîne YouTube aussi, Devenir éducateur. Donc toi, justement, tu es éducateur spécialisé. Tu nous parleras tout à l'heure de ton expérience professionnelle et de ce qui t'a amené plus précisément à t'intéresser au sujet de la VAE, qui est un Mhm, sujet que tu traites sur ta chaîne. Mais avant ça, je voulais te poser une petite question, comme tu le sais, tirée au hasard dans mon jeu de cartes. mhm. Est-ce que tu pourrais imaginer les vêtements du futur ? Les vêtements du futur. Écoute, je pense qu'il serait à la fois, je pense qu'il y aurait une combinaison d'une pensée écologique et technologique. Je pense qu'il y aurait une fusion des deux. Voilà, si je devais me projeter et imaginer quelque chose, je pense qu'on va se rapprocher de quelque chose de respectueux de l'environnement. Et puis voilà, avec un potentiel qu'on n'imagine peut-être même pas encore à l'heure actuelle. Ok, donc tu es plutôt optimiste. Oui, oui, je suis plutôt optimiste. Oui, oui, absolument. En général, je pense que les problématiques, les adversités, on va dire que la Terre pourrait rencontrer, en réalité, ça va peut-être nous obliger à trouver des solutions et pas forcément à régresser enfin, c'est pas régresser, mais à revenir en arrière. On va peut-être raisonner un petit peu, repenser les choses, c'est-à-dire, oui, repenser les choses dans la simplicité. Et en ça, on pourrait penser que c'est régresser, mais justement combiné à l'envie de créer, qui, je pense, est inhérente un peu à l'être humain. Donc, on va se trouver des solutions. Moi, je suis optimiste là-dessus, oui. Super. Alors, comment est-ce que tu es devenu éducateur spécialisé ? C'est quoi ton parcours ? Alors, mon parcours, il est comme beaucoup. C'est-à-dire que ce que j'aime bien, c'est que j'entends souvent ce discours-là, des parcours, quand on demande le parcours d'un éduc, beaucoup répondent qu'ils ont un parcours atypique, ce qui devient, on va dire, un contresens, puisque si on est tous atypiques, ça devient, on va dire, commun. Et donc, comme beaucoup, j'ai fait autre chose avant. Pour moi, c'est en gros une reconversion. Et donc avant, personnellement, j'étais dans la restauration d'art. Donc je travaillais pour restaurer les monuments historiques et les musées. Voilà, donc j'étais ébéniste, sculpteur sur bois et restaurateur de tableaux aussi. Donc j'ai fait ça. Et puis, donc j'ai fait ça un petit peu en Italie, un petit peu en Suisse. Et, euh, et puis au bout d'un moment, en fait, il y avait le côté humain qui me manquait, qui était né déjà depuis très très jeune en réalité. Et ce côté-là me manquait un peu trop. Et puis j'ai eu des occasions, en fait, des rencontres, euh, voilà, le hasard parfois de la vie, qui fait que ben, je suis revenu à mes premières amours, comme on dit.
Et donc, j'ai décidé de me former et de me lancer dans le travail du social. Voilà. Avant d'être dans la restauration d'art, tu avais déjà eu un attrait, une appétence pour le social? Tout à fait. Ouais, depuis assez jeune. Oui, c'était quelque chose on va dire, l'éducation, d'une certaine manière, me plaisait. Alors, c'est vrai que dans mon environnement familial, il y avait pas mal d'éducs déjà, et donc j'ai eu l'occasion en fait d'avoir à disposition c'est vrai, des ouvrages qui traitent du sujet. J'ai vu des personnes proches aller en formation, d'éducs, voilà, en étant adulte, et donc ça me parlait puisque c'est quelque chose que je suivais de très près parce que par simple intérêt, quoi. Donc déjà, quand j'étais, on va dire, au début du lycée, déjà, c'était des sujets qui m'intéressaient. Je me suis dirigé après très rapidement vers le BAFA, un des premiers petits brevets qu'on peut avoir quand on est encore, même on peut commencer mineur. Donc c'est ce que j'ai fait. Et je me suis éclaté. Je me suis vraiment éclaté, mais voilà. Mais j'avais cette fibre, on va dire, aussi un petit peu manuelle, à la fin un peu de mon parcours scolaire. Après un bac littéraire, je me suis dit, j'ai pas envie de faire. Voilà, j'avais pris une option art plastique, donc j'étais là-dedans. Et puis je me suis dit, je vais aller j'ai envie d'apprendre le métier, on va dire, classique, académique, du meuble, parce que en fait, mon rêve depuis enfant, c'était sculpteur. Je voulais être sculpteur, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours un petit peu peint aussi. Et donc, je me suis lancé, je suis parti, je me suis dit, je vais aller travailler dans des ateliers concrètement, je vais aller faire. Voilà. Donc, je me suis posé la question de différents ateliers. Et puis, finalement, j'ai trouvé ouais, un petit artisan qui faisait tout à la main. On faisait tout un petit peu à l'ancienne, justement. Et ça, j'ai adoré. Parce qu'effectivement, avec des éléments nobles, le bois, du métal, on peut transformer et faire des véritables bijoux, quoi. Ça, c'est quelque chose qui m'a énormément plu. J'ai appris des techniques. Et voilà, donc je me suis lancé là-dedans. J'ai changé un petit peu de voie. Il me manquait ce côté-là, effectivement, échange avec les autres, des questions à se poser Donc, je sortais à la fois du lycée et des réunions, puisque je travaillais à toutes les vacances scolaires au BAFA, avec le BAFA. Donc, toutes les vacances scolaires, j'étais en centre de loisirs. Donc, tous les jours, quasiment, il y avait des réunions. On se posait des questions. Puis, je suis passé dans un environnement très différent d'ateliers, de bruit, de machines, de poussière, où la parole, en réalité, n'est pas spécialement souhaitée. Ça a été très difficile pour moi de me rendre compte que, en fait, quand on parle, c'est sous-entendu, c'est interprété comme si on ne travaillait pas. Bref, après, du coup, dans les premiers ateliers où c'était un petit peu rude, je me suis dirigé vers des ateliers. En fait, j'ai trouvé un atelier où il n'y avait que des femmes dans l'atelier. Donc, une patronne qui n'embauchait que des femmes, qui ne voulait que des femmes. Et puis, à force d'insister, j'ai réussi à me faire embaucher là. Donc, c'était un atelier de sculptrice au départ. Donc, comme j'ai toujours voulu être sculpteur, je me suis fait embaucher là. Et, euh, et voilà. Donc, j'ai fait ça, je me suis éclaté. J'ai pu voir des choses magnifiques, participer à des chantiers superbes, voilà. Et puis, donc j'ai fait ce parcours-là pendant 10 ans, on va dire. Et puis, à la trentaine, je me suis dit, allez, je reviens. Ça me manquait trop. Puis je dis, bah, allez, je passe le concours. Et puis, d'éducateur spécialisé. Et puis, je me suis lancé dans la formation pendant 3 ans. Voilà. Ok, ouais, donc tu as suivi une formation après ton métier, c'est-à-dire que tu as interrompu ton activité professionnelle et tu as fait une formation à temps Oui. plein à passer 30 ans. Ok. Tout à fait, ouais, c'est ça. Donc là aussi, c'était un peu raide parce que d'un point de vue économique, ben, il faut se jeter à l'eau. C'est-à-dire, ben oui, on passe d'un salaire à plein temps. Donc après, j'avais un petit peu construit ma vie aussi, de ma vie active. Donc c'est-à-dire que l'appartement, tout, et puis il faut basculer sur des revenus un peu d'étudiant. Donc ça a été un vrai choix. Il a fallu se dire, bon, ça va être un petit sacrifice pendant quelques temps, mais c'était après pour plus, un bénéfice beaucoup plus important. Aujourd'hui, tu travailles dans quel type de structure? Alors, je travaille dans un foyer d'hébergement. C'est un donc c'est du médico-social, dans le secteur du médico-social et qui accompagne des adultes en situation de handicap et qui sont travailleurs dans des structures adaptées. Voilà. Et donc, c'est la particularité un petit peu de ce genre d'établissement, c'est que
on va dire, les difficultés des personnes, les handicaps, les types de handicaps sont très divers. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des personnes très dépendantes, on va dire, relativement dépendantes, et puis d'autres très autonomes. Voilà. Et donc, c'est un lieu de vie, c'est leur domicile. Et donc, moi, je les accompagne dans le quotidien. Voilà. Donc, je fais un travail du quotidien, un travail aussi administratif, puisque un petit côté administratif, j'ai des missions de coordination de projets. Et donc, vous êtes plusieurs éducs, vous avez des moniteurs aussi. Là, je te pose la question pour les personnes qui, en fait, connaîtraient pas du tout le métier. Parce que là, du coup, Ah tu, oui. tu as décrit un petit peu et en fait, je trouvais ça bien. C'est vrai que j'avais pas prévu de te poser la question. Mais Oui, pour des personnes qui sont pas du tout dans le social, ouais, je veux bien qu'on décrive, en fait, plus précisément en quoi ça oui. consiste. Alors ça consiste, au niveau des métiers, c'est un petit peu la force d'ailleurs de ce qu'il y a en France, c'est-à-dire qu'il y a énormément de diplômes. Il y en a, je crois, de mémoire dans le social, en tout et pour tout, 13 diplômes. Que ce soit des premiers, on va dire, qui se font en un an, et puis d'autres qui se font en plusieurs années. Euh, et donc, dans ce genre d'établissement, pour ceux qui pourraient s'intéresser au sujet, eh bien, il y a vraiment la place pour tout le monde. C'est-à-dire que il n'y a pas, on va dire, il n'y a pas de diplômes qui ne sont pas vraiment acceptés. C'est d'ailleurs, je trouve, la richesse de ce genre de travail. C'est-à-dire que je travaille avec des AES, je travaille avec des moniteurs éducateurs, je travaille voilà, avec évidemment un chef de service. Il y a donc un poste de S, voilà, et même d'aide-soignante. Il y a une aide-soignante. Donc, de toute manière, en réalité, dans ce genre d'établissement, il faut bien se dire une chose, pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'il n'y a rien de figé. C'est-à-dire qu'un fonctionnement d'un établissement à un endroit pourra être très différent ailleurs, même à 5 km. C'est-à-dire que chaque établissement va se constituer son équipe pour répondre au mieux aux besoins des personnes. Donc, ça laisse beaucoup de portes ouvertes pour tout le monde. D'ailleurs, je en profite pour le dire que s'il y a des personnes qui veulent se lancer dans ce métier, je les invite à postuler, de déposer des candidatures spontanées, parce que, il y a des personnes qui sont parfois embauchées, même sans diplôme. C'est-à-dire que, euh, par contre, ce qu'on leur demande souvent, alors c'est pas, il n'y a rien d'obligatoire, c'est d'avoir le projet de se former en cours d'emploi. Voilà. Donc là aussi intervient la VAE, par exemple, mais pas que. Voilà, il y a des contrats de professionnalisation, des contrats d'apprentissage pour ceux qui ont, je crois, moins de 25 ou 30 ans. Enfin, voilà, il y a plein de solutions. Ouais, ouais, j'en sais quelque chose, hein. Moi, j'ai été embauché dans le social, mes auditeurs le savent, sans diplôme, sans formation. Et donc, c'est quelque chose que j'avais déjà pu aborder par le passé, notamment sur le podcast. Mais effectivement, si ce sont des métiers qui vous intéressent, n'hésitez pas parce que parfois, vous pouvez avoir de bonnes surprises. Hmm. Alors, justement, qu'est-ce qui t'a amené à monter la chaîne YouTube et à parler de la VAE? C'est venu comment? Ce projet t'était déjà éduque? C'était pendant ta formation? C'est quoi l'origine? Oui. Alors, effectivement, l'origine, c'était pendant la formation. Les premières idées, c'était pendant la formation, parce que je me suis retrouvé avec des besoins très spécifiques, et je me suis aperçu que ces besoins-là, j'étais pas le seul à les avoir. Et je me suis dit, il me manque quelque chose au niveau de conseils, d'une guidance. Voilà, j'aurais eu besoin de quelque chose. Je voyais bien que mes camarades étudiants aussi, parfois, ils galéraient. Et donc, je me suis dit, si je pouvais faire quelque chose, parce qu'il suffirait simplement, en cherchant sur YouTube des petites réponses, je ne les trouvais pas. Donc, je me suis dit, bah, je vais peut-être, ça serait une idée de faire ça, de faire quelques vidéos. Donc, je vais déjà cette idée pendant la formation. Et puis après, plus tard, après la formation, sur le terrain, je me suis mis à filer des petits coups de main à des personnes qui avaient été stagiaires, des choses comme ça, donc dans les écrits, ou des collègues qui pensaient, qui s'étaient engagés dans la VAE. Et en fait, au départ, je faisais ça sans penser au côté travail. C'est-à-dire, je faisais ça de manière spontanée pour filer un coup de main. Mais ça me plaisait énormément. Déjà, j'adorais ça. Et je me suis dit, après, j'ai vu qu'il y avait des demandes, c'est-à-dire qu'il y avait, je me rappelle, une stagiaire qui avait parlé à une de ses collègues dans formation, qui m'avait aussi contacté. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose, quoi. Il y a des gens qui ont vraiment besoin d'un coup de main. Donc, j'ai filé des coups de main comme ça pendant un certain temps. Et puis après, je me suis dit, je vais aussi le faire moi, quoi. Voilà. Et je me suis très vite aperçu que, effectivement, au niveau des aides, je devenais un petit perroquet. Je répétais toujours les mêmes choses.
parce que les besoins étaient les mêmes à peu près pour tout le monde. Donc je me suis dit, ben, de ça, pour éviter de répéter, je vais enregistrer, je vais mettre en ligne. Et voilà, donc c'est comme ça que c'est né, quoi, on va dire. Ça concerne tant de gens que ça, la VAE, dans les métiers d'EduxP? Parlant alors je ne saurais pas dire en termes de, mais je pense que non, c'est vraiment très peu de personnes quand même. Alors à chaque session, puisque donc je suis membre de jury aussi, je vois à peu près les listes qui tombent. Alors ça dépend de quand il y a eu aussi une réforme. S'il va y avoir une réforme, tout le monde se précipite, veut faire la VAE. Donc là, il y a un afflux, on voit que le nombre augmente énormément. Et puis, si jamais c'est la nouvelle, ça refroidit tout le monde et les gens attendent de voir ce que la nouvelle réforme a mis en place et comment ça se passe. Donc, ça varie, mais chaque fois, en tout cas pour la région là où je suis, je pense, par an, c'est peut-être, je dirais, 300, 400 candidats, voilà, mais c'est vraiment à la louche. Et voilà. Donc, après, en France, que ça représente, Bah, ça je me sais semble pas. quand même beaucoup. 300, 400 personnes, je trouve que c'est quand même. Enfin voilà, ça fait quand même une Ouais. bonne fourchette, hein. Oui, oui, oui. Alors après, en termes de gens qui postulent, enfin qui sont là, qui candidatent, après les reçus, ils sont moindres. Puis c'est toujours pour, on va dire, obtenir le diplôme qui est aussi délivré par les centres de formation. Donc il y a d'un côté ceux qui suivent la formation un petit peu comme j'ai pu faire. Alors là aussi c'est pareil, ils sont dans une région, je pense qu'ils sont plusieurs, ils doivent être, je sais pas, 200 personnes, voilà, peut-être chaque année entre les différents centres de formation. Et puis après, il y a tous ceux qui sont en VAE. Voilà. Alors la VAE, c'est vrai que c'est plus pour, on va dire, ceux qui ne peuvent pas ou qui ne souhaitent pas aller en formation. Voilà. Tu peux nous rappeler ce que ça veut dire VAE et en quoi consiste le processus? Oui. Alors la VAE, donc c'est la validation de l'expérience, non, des acquis de l'expérience, pardon. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est un procédé qui consiste à valider les compétences des personnes qu'ils auraient pu obtenir sur le sur le concret, sur le terrain, de par leur expérience. Et donc, ça permet aux personnes d'être évaluées et validées, qu'ils puissent obtenir le diplôme de la même manière que ceux qui sont allés en formation. Donc, ça donne lieu à des choses que moi je trouve très bien vraiment que je porte et donc que je défends aussi. C'est-à-dire que dans les diplômes, il y a des barrières à l'entrée. Voilà. En général, les barrières, c'est vrai que moi, c'est pas quelque chose qui me plaît bien dans ce sens-là. C'est-à-dire que la formation de S, il faut avoir par exemple le bac pour l'avoir, pour rentrer et pour présenter le concours. La VAE, ça permet de dire, même si j'ai pas le bac, mais que j'ai un certain nombre d'expériences, de terrain, et que je pense avoir développé les compétences de l'éducateur spécialisé, mais même sans le bac, je peux obtenir le diplôme d'ES. Et ça, personnellement, je trouve ça très, très beau et c'est quelque chose que je défends. Ouais, et c'est le même diplôme à la fin pour les personnes qui sont sorties d'école que pour les personnes qui ont fait une VAE. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de différence et il n'y a pas moyen de savoir, entre guillemets, qu'un tel est sorti d'une VAE et donc du coup il aurait un niveau, entre guillemets, moins bon plutôt qu'un autre qui est sorti d'école, quoi. C'est exactement le même diplôme. Absolument. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien ça. Mm. Et donc ça Voilà. consiste en un écrit, en un oral, il y a des étapes, comment ça se passe? Alors, l'AVAE, ça consiste, il y a plusieurs étapes, effectivement. Il y a une première phase, en réalité, qui est de ça s'appelle maintenant, c'est tout récent. C'est un dossier de faisabilité, c'est-à-dire qu'on vérifie quand même un minimum que on ait a priori les bonnes compétences, voilà, qu'on aurait pu acquérir pendant ces expériences précédentes. Et puis une fois que on nous dit OK, alors on a on va dire, deux étapes. On a un livret 2 qui s'appelle le livret 2 parce qu'avant il y avait le livret 1 qui était celui-là, de vérifier si on peut commencer le travail. Et donc ce livret 2 c'est un travail d'écriture, donc c'est comme un gros mémoire, voilà, qui est basé sur des domaines de compétences qui sont tirés d'un référentiel du métier. Donc, c'est-à-dire qu'on est tous évalués sur les mêmes compétences. Et à l'issue de ce livret 2, donc on le dépose. Donc on a 2 temps en général dans l'année pour le déposer. Et une fois qu'on l'a déposé, quelques semaines plus tard, on a un oral. Voilà. Et à l'issue de cet oral, en fait, les membres de jury vont délibérer et puis ils nous diront si on a le diplôme ou pas, ou dans quelle mesure, parce qu'on peut valider des blocs de compétences ou des domaines de compétences entiers. Voilà.
Et donc, si jamais on les valide pas, on peut les repasser ou alors on peut faire une formation uniquement pour valider ce qu'on n'aurait pas validé en VAE. Exactement. Ça permet, le principe de VAE, ça permet de se diplômer petit à petit. C'est vraiment fait pour les personnes qui travaillent, qui sont avec une vie en général bien remplie, avec des enfants, enfin voilà. Et effectivement, les blocs ou les domaines de compétences qui sont validés, ils sont validés à vie. Donc, il n'y a pas de délai. En tout cas, à ce niveau-là, dès qu'on valide quelque chose, vous l'avez à vie. Donc après, ça laisse le temps de continuer à se former d'une certaine manière et à développer les compétences qui pourraient manquer. Oui. Et par exemple, on peut faire un stage pour valider un bloc de compétences qui nous manquerait? Ou est-ce qu'on peut continuer du coup de le développer via l'expérience terrain ou est-ce que ça implique forcément un retour sur une formation plus classique? Non, de mon point de vue, ça ne nécessite pas d'aller en formation, forcément. La formation, c'est vrai que c'est super parce que c'est complet. Il y a vraiment, je sais pas comment dire, mais il y a une plus-value vraiment à la formation. On est encadré, on est formaté d'une certaine manière. C'est vrai, mais on sort de là plutôt complet. Le seul peut-être bémol que je trouverais, c'est qu'on est formaté et que je le vois pour les étudiants parfois que j'accompagne en voie directe, comme ça, qui sont en formation. C'est vrai qu'ils ont tendance un petit peu à être tous pareils dans la manière de s'exprimer, avec le même vocabulaire, etc., etc., la même manière de construire un écrit, de présenter un oral. Enfin, ils sont identiques, mais c'est aussi normal. La VAE, là, chacun, c'est vraiment beaucoup plus libre et donc chacun amène sa singularité, quoi. Donc toi, t'es juré VAE, pardon. Qu'est-ce qui compose un jury VAE? C'est des professionnels du métier, c'est des gens des institutions type, je sais pas, Éducation nationale, ministère du Travail, ce genre de personnes, c'est qui? Ouais. Alors ça peut être. Donc en général, c'est un, un- un jury donc composé voilà, de deux ou trois jurés en général. Et donc en général, il y a un formateur et quelqu'un de terrain. Donc ça peut, mais après, on peut trouver d'autres personnes. On peut avoir en face de nous, voilà, donc un directeur, un chef de service, ça peut être éventuellement un psychologue, quelqu'un qui connaît un petit peu le métier. Voilà, une assistante sociale, ça peut être. Voilà. Après, souvent, ce sont plutôt des éducs ou alors des chefs de service, c'est vrai. Et puis après, il y a les formateurs. Mais ça peut être quelqu'un de l'éducation nationale aussi. Voilà, ça peut arriver. Et comment ça se passe pour être juré VAE? On est tiré au sort? Est-ce qu'on postule? Enfin, comment ils arrivent là, ces gens-là? Alors, ça, c'est un petit peu flou par rapport à ça. C'est-à-dire que il n'y a pas. Alors, personnellement, moi, je me forme, il y a des petites formations, mais il n'y a rien d'obligatoire. Donc, c'est vrai que par exemple, j'ai commencé à être membre de jury. Je n'étais pas formé, c'est-à-dire que j'ai forcément la VAE, j'ai commencé, j'avais aucune expérience. Et la seule expérience que j'avais, c'était quand j'étais membre de jury en voie directe. Donc, bon, voilà. La seule expérience que j'avais au départ pour les voies directes, c'est que moi-même, j'avais été étudiant. Mais c'est tout. Voilà. Donc, c'est quelque chose de pas très professionnalisé, ça. Oui. Mais qui est-ce qui le constitue, ce jury? Enfin, est-ce que, je sais pas, il y a une entité qui chapeaute les VAE, ça dépend d'un Ben, ministère, ah ou ben est-ce que oui, du coup c'est plusieurs ministères? c'est le rectorat, en fait, Ouais, que ok. c'est le rectorat qui organise l'examen, puisque c'est un examen comme n'importe quel autre examen. Et il doit, forcément, comme c'est basé sur l'expérience, ben, c'est tout naturel qu'on aille chercher des gens de terrain. Parce qu'on va parler beaucoup, on va énormément parler pendant l'examen de la réalité de terrain, et il faut que ça puisse parler aux jurés. Ouais. Mais comme c'est pas réglementé, du coup, cette réalité de terrain, les gens qui vont venir, du coup, ça peut être potentiellement des gens qui vont être connus du rectorat, enfin voilà, on va être plutôt sur un cercle quand même relativement fermé. Euh, Oui, alors souvent, en fait, ben enfin, par expérience, ce que j'ai compris, c'est que le rectorat, en fait, va contacter les centres de formation et puis, ils vont demander des personnes. Est-ce que vous avez des formateurs? Est-ce que vous avez éventuellement des professionnels? Puisqu'en fait, les centres de formation, il y a vraiment, même au sein même de la formation des DUXP, par exemple, hein, il n'y a pas que d'un côté, ceux qui dispensent la formation ne sont pas que des formateurs.
il y a beaucoup d'interventions de professionnels tout au long des 3 ans qui viennent expliquer un petit peu leur réalité de terrain aux étudiants. Et ce sont ces mêmes professionnels qui interviennent ponctuellement, qui vont après souvent aller faire membre de jury. Voilà. Donc, toi, tu enseignes aussi en centre, si je dis pas de bêtises. Donc, les Oui. étudiants, hein, tu vois aussi, tu parlais tout à l'heure des différences de profil entre ceux qui viennent de la VAE, ceux qui sortent de centres de formation sur le Mhm. côté formaté. Est-ce qu'il y a d'autres différences dans ces profils? J'imagine bah, dans les âges aussi. Ouais. Dans les âges, exactement. Surtout là, depuis quelques années, c'est vrai que le public qui part en formation, qui rentre en formation est de plus en plus jeune. Ça a très vite changé parce que moi, je me suis formé il n'y a pas très très longtemps. La moyenne d'âge était beaucoup plus élevée. Voilà, donc c'est la seule différence. Et puis après, oui, en termes de présentation aux examens, ils sont un peu calibrés. Et bon, c'est très qualitatif, hein, évidemment, aussi. Mais disons que ça soit celui qui sort de formation ou celui qui se présente à la VAE, à chaque fois, je trouve qu'il y a un avantage et un inconvénient, voilà, qui sont pas les mêmes, évidemment. Mais voilà, oui. Alors, on entend souvent que l'éducation, et notamment bah, les institutions d'éducation, justement, formatent les gens et que bah, on se retrouve avec des profils qui sont exactement les mêmes. Et on dit, j'avais même entendu plusieurs fois que on fait en sorte d'avoir les gens qui sont les plus dociles. Dociles au système, dociles au protocole. Est-ce que le fait d'avoir des éducateurs comme ça qui sortent d'école, qui sont un petit peu formatés, du coup, dans les métiers du social, c'est pas un inconvénient pour travailler avec des gens et peut-être avec des profils aussi qui, pour le coup, sont complètement hors système. Si, dit comme ça, effectivement, c'est vrai. De toute manière, forcément, c'est-à-dire que c'est pas clairement dit, ça va jamais être déclaré officiellement, mais on peut imaginer que, on va dire, quelqu'un qui a 23 ans et qui sort de formation, qui n'a par définition aucune expérience et qui n'a pas vécu de vie professionnelle avant, on peut se douter, on peut imaginer qu'il y aura, d'un point de vue statistique, on va dire, parce qu'on peut jamais, il y a toujours des cas particuliers, mais on peut imaginer que forcément cette personne-là, elle sera peut-être moins armée, elle aura peut-être vécu moins de choses, et donc après sur le terrain, quand il s'agira peut-être de défendre certaines idées, certaines pratiques, il y aura peut-être moins de force ou moins de matière à apporter, alors que quelqu'un qui aura, par exemple, vécu, je sais pas moi, 10 ans d'une autre vie professionnelle, avec une autre expérience, un autre regard, etc., peut-être que il pourrait développer d'autres choses. Oui, on peut imaginer ça. Après, par expérience, je peux aussi, pour contrebalancer ce que je viens de dire, parce que j'aime bien me contredire, c'est c'est que j'ai pu voir des cas particuliers qui étaient particulièrement étonnants, de jeunes, de personnes très très jeunes, et avec une maturité incroyable, et une force, et une détermination, et une connaissance qui leur permettait d'être particulièrement efficaces, particulièrement incisifs. Voilà, donc très, très utile sur le terrain et pour les personnes qu'on accompagne, hein, parce que c'est ça aussi qu'au bout du bout, on recherche, hein. On est là pour les personnes qu'on accompagne. Et donc, voilà, il existe un peu tout. Il paraît qu'on vit en ce moment une crise des métiers de l'animation et des métiers du social, qu'il y a beaucoup de postes. Alors, c'est vrai dans l'animation, peut-être que c'est moins le cas dans le travail social, mais en tout cas, dans l'animation, il y a beaucoup de postes à pourvoir pour peu de personnes diplômées, pour peu de personnes formées. Il y a beaucoup de structures qui recrutent, qui galèrent à recruter. Est-ce que la VAE, ça pourrait être une voie d'accès pour pallier ce problème? Euh, ou peut alors, la crise, à mon avis, elle n'est pas à ce niveau-là en termes de manque. Parce que ce qu'on s'aperçoit, c'est un petit peu que d'ailleurs, je crois, ça ressemble le phénomène à celui des infirmiers, c'est-à-dire qu'il y a un pourcentage assez élevé des personnes qui sont diplômées, par exemple, ou qui sont dans le métier, qui vont y rester quelques années et ils vont en partir. Tout simplement parce que les conditions de travail, parfois, sont assez rudes. Et donc, quand il y a... Certaines personnes peuvent arriver à une perte de sens, ou alors que ce soit vraiment trop difficile, et puis ils vont changer de voie. Donc la crise, de mon point de vue, elle se situe plutôt dans
à ce niveau-là, d'une certaine manière. Après, c'est pas juste le problème n'est pas juste un manque de personnel, et donc la VAE pourrait venir combler ce manque. Voilà, c'est pas simplement ça, quoi. Mm. Ouais, ouais, c'est intéressant. Ça veut dire qu'en fait, le problème, il est pas tant de former des nouvelles personnes, mais de faire en sorte que les personnes qui sont déjà formées aussi restent en emploi et aient envie de rester. Oui, c'est-à-dire, ben, alors on retombe un petit peu sur des choses qui concernent un peu tout le monde, hein, c'est-à-dire aussi la reconnaissance du métier, de ce que l'on fait, et la reconnaissance, eh ben, par quoi elle passe, ben aussi le salaire, d'une certaine manière, des conditions de travail. Il y a pas mal il y a pas mal de personnes en souffrance, que ce soit dans le social ou médico-social. Donc moi, je connais plus le médico-social, on va dire, mais j'entends et je vois un petit peu ce qui se passe un petit peu partout. Il y a des personnes, elles ont beaucoup de mesures. Donc des mesures, ça veut dire des personnes, des jeunes ou des personnes, on va dire, dont elles sont référents du projet et de leur projet et elles sont submergées de travail. Donc quand on accompagne quelqu'un, qu'on le voit, je ne sais pas moi, 2 heures dans le mois, c'est très difficile d'accompagner. Voilà, ça donne lieu à des situations qui sont, de mon point de vue, dramatiques. Et c'est en ça que c'est difficile pour le professionnel de ne pas partir en burn-out, tout simplement, parce que il y a des situations, on est tiraillé, c'est-à-dire qu'on est là pour aider les personnes et en même temps, on n'a clairement pas les moyens. Alors, il n'y a pas que les moyens, je suis d'accord. D'ailleurs, je trouve, hein, là, je me lance un peu dans ce que je pense, mais l'éducateur, je trouve que sa spécificité, c'est d'être créatif et de devoir faire avec ce qu'il a. Sauf que plus on lui en enlève et plus il va devoir se débrouiller, plus ça va être difficile. Je crois qu'il y a des limites à ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on n'a pas assez de moyens, on n'en a pas assez clairement. Et justement, ce qui me permet d'affirmer ça, c'est d'avoir vu, d'avoir vécu, entre guillemets, euh, des choses à l'étranger. Et donc ça, c'est important d'avoir ce regard un petit peu pour sortir de notre propre situation personnelle. C'est-à-dire qu'on voit bien que, par exemple, en Suisse ou en Belgique, voilà, il y a d'autres pays où il y a beaucoup plus de moyens. Et comme par hasard, il y a beaucoup moins de burn-out. Voilà, mais parce qu'il y a moins de stress. Parce que quand on doit courir pour s'occuper d'une personne ou de plusieurs personnes, et puis qu'on fait, on saupoudre d'une certaine manière un petit peu des petites des actions en fait, on comble toujours, on écope, hein, le bateau coule, mais on est là avec un petit gobelet et on essaye d'enlever l'eau qui rentre du bateau. Et ça, au bout d'un moment, ça épuise. Voilà. Et on voit bien qu'il y a des pays aussi qui fonctionnent. Donc, alors, on accompagne les mêmes types de publics, les mêmes problématiques, mais les moyens sont tout autres, les équipes sont composées de beaucoup plus de professionnels. Et alors, est-ce que c'est un lien ou pas? En tout cas, il y a moins de départs. Voilà. Oui. Sauf que les moyens financiers, on n'a pas de possibilité d'agir dessus. Est-ce que nous, à notre niveau de personnes qui sont sur le terrain, il y a des possibilités, il y a des choses à faire pour éviter de se brûler les ailes? Euh, oui, de partir en dépression, tu veux dire, ouais. Oui, je sais pas, j'ai pas de solution miracle, évidemment. Je pense que là, c'est chacun. Il y a différents types de personnes. C'est-à-dire il y a ceux qui arrivent à passer au-delà. C'est-à-dire que ça génère un peu de souffrance quand même, c'est difficile, tout ce qu'on veut, évidemment, mais ils ne vont jamais s'effondrer d'une certaine manière. Donc pour ces personnes-là, alors après, les mécanismes psychologiques qui sont là-dedans, j'en sais rien, et peu importe à la rigueur, mais pour eux, d'une certaine manière, bon, ils vont survivre. Ils vont pouvoir faire leur carrière, et voilà. Mais pour qui c'est trop dur, moi j'aurais tendance, en tout cas, moi ça a toujours été, personnellement, pour éviter ça, justement, le fait de se diversifier. C'est-à-dire d'avoir d'autres projets ailleurs. Je sais que c'est difficile pour certains. De mon point de vue, personnellement, ça a toujours été une nécessité. C'est-à-dire j'ai toujours fait plusieurs choses depuis toujours. Voilà. Ça permet de ne pas s'enfermer soi-même. Parce que c'est ça le problème à partir du moment où
on met un petit peu comme le principe quand on met tous ses œufs dans le même panier. Bon, s'il y a un problème dans le panier, voilà, on a perdu tous les œufs. C'est exactement le même principe. Bon, moi, je l'ai pas fait ça, j'ai jamais fait ça par intérêt, c'est par nécessité de curiosité. Voilà. Euh, donc, c'est vrai, j'ai toujours eu plusieurs projets en même temps qui ne servent pas forcément à vivre, hein, parfois, hein, c'est vraiment du loisir ou une passion, voilà, une activité. Mais ça permet de s'évader, ça permet de voir, de vivre, en fait, à mon avis, d'avoir une source de plaisir et de bonheur ailleurs euh, que dans un seul domaine. Le travail, c'est vrai que pour être à peu près bien et heureux, je crois qu'il y a plusieurs piliers d'une certaine manière. Donc il y a la famille, le travail, et puis on peut avoir voilà, les amis, le sport, des choses comme ça. Il peut y avoir plusieurs activités. Le gros problème avec le travail, c'est que c'est source de survie d'une certaine manière. Le travail, c'est ce qui nous permet de remplir le frigo et de nous payer Et ce qui un toit alimente sur la tout le tête. reste. Parce que bah, du coup, Exactement. pour les loisirs et pour les hobbies, etc., bah, ça demande aussi, enfin, ça coûte de l'argent, quoi. Exactement. Et donc, ben justement, si on part de ce principe-là, c'est-à-dire que juste d'un point de vue stratégique, alors si on raisonne en termes juste d'efficacité, parce que alors, ça va être très contraignant et puis je pense que c'est pas, on ne peut pas le tenir dans la durée. Mais si on arrive justement, et c'est ce que j'essaie de faire, de joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire que ben, justement, moi j'adore, par exemple, ma grande passion dans la VAE, par exemple, j'adore construire des plans. Voilà. Quand on fait un écrit, un mémoire, on a besoin d'une structure, de créer un plan. Moi, c'est mon kiff, j'adore ça, et c'est souvent le problème des personnes qui doivent passer à l'écrit. Donc, comme j'adore ça, je rends un service, et puis c'est devenu une activité aussi qui me permet de gagner aussi ma vie en partie. Donc, peut-être que l'idée, c'est enfin, l'idée qui tourne, c'est autour de ce qu'on appelle l'ikigai, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui peut être utile aux autres, en gros, et d'en faire. Et chez les éducs, sincèrement, je vois énormément de potentiel. Des gens qui sont hyper créatifs ou très sportifs ou très motivés, voilà, dans le sport, dans une activité, ils se remuent et souvent, en fait, ça va, ils vont pas penser à eux en tirer parti. Et c'est dommage d'une certaine manière parce qu'il y a une énergie folle. Et quand parfois certains professionnels vont peut-être s'apercevoir qu'au bout de 10 ans, en fait, ils se disent, oh, ben, on m'a tellement utilisé d'une certaine manière, j'ai donné tellement de mon temps, de ma passion, de tout ça, et puis que finalement, pas qu'on me jette comme une vieille chaussette, mais que dès que je demande quelque chose, ça devient compliqué, etc., etc. Ben, c'est là où, en fait, il y a des soucis qui se passent au travail chez les professionnels qui ont souvent de l'expérience. C'est qu'il se passe des phénomènes comme ça, on le voit souvent. Alors que si on se dit, j'ai une passion, je passe beaucoup de temps à faire ci, ça peut rendre service, et puis je vais essayer de l'utiliser aussi, eh bien, je pense que ça permet de prendre de la distance par rapport à son travail et qu'après, on a moins peur de sauter le pas, de dire je m'en vais. Mm. Ouais, Euh, ça permet de sortir de la dépendance aussi. Parce que le fait d'avoir Exactement. peut-être une activité à côté, comme tu disais, ne pas avoir tous les œufs dans le même panier, et Mm, bah du mm. coup on peut switcher et peut-être que bah du coup on peut plus facilement accepter pendant 3 mois de plus avoir son boulot principal, le Oui, temps de retrouver quelque chose qui nous correspond et de pas se mettre la pression aussi parce qu'il y a ça du coup. Si on n'a qu'un seul boulot et qu'on est dépendant de ce boulot, le jour où il faut changer, bah, on va commencer à postuler, mais on va prendre un petit peu la première chose qui passe sous la main et du coup on se retrouve comme ça avec une espèce de burn-out en chaîne où du coup, c'est pas non plus viable sur le long terme, quoi. C'est hyper destructeur pour la personne. c'est ça. En fait, c'est-à-dire que les éducateurs, souvent, ce que j'adore dans ce métier, c'est que on applique des principes, alors qu'ils sont magnifiques et tout ça, hein, vraiment très bien, mais parfois on oublie de se les appliquer à soi-même. C'est-à-dire que ce qui fait beaucoup de bien, à mon avis, c'est de se projeter, d'avoir un projet. C'est pas tellement d'obtenir les choses en réalité, c'est le chemin parcouru pour arriver à tel but d'une certaine manière. Et quand on a un projet, on a un sens. Et donc, notre vie, d'un coup, fait sens, et alors, ça fait beaucoup de bien, tout ça.
Mais effectivement, quand on commence à ne plus avoir de projet ou qu'on subit, on va dire, les choses et qu'on est obligé de prendre un boulot pour payer le crédit, alors là, ça devient l'enfer. Là, ça devient l'enfer. Si on voulait extrapoler à l'échelle un petit peu plus macroscopique, j'ai envie de dire, parce que là, à l'échelle des individus, cette histoire de d'avoir toujours un petit peu, enfin voilà, de regarder les choses dans leur ensemble, d'avoir ouais, des billes un peu à droite à gauche, on pourrait la transposer sur la structure, parce que aussi ce qui fait que le système fonctionne mal, c'est le fait que dans le travail social, dans l'animation, il n'y a qu'une seule source de financement, de manière générale, qui est l'État. Donc on se retrouve avec des financements publics et donc il suffit que bah, ça se réduise pour Mhm. que bah, du coup ça impacte directement les salaires et les personnes qui travaillent, etc. Et donc bah, en fait on est soumis aux volontés des pouvoirs publics pour pouvoir avancer. Est-ce que si on transposait ça, cette idée d'avoir des billes un petit peu à droite à gauche, des œufs dans différents paniers à l'échelle macroscopique sur les financements, est-ce qu'on pourrait imaginer de financer autrement le travail social? Est-ce que c'est des questions auxquelles tu as réfléchi? Non, pas vraiment, mais sur le principe, j'ai réfléchi un petit peu évidemment, mais c'est tellement, on va dire, lié d'une certaine manière, peut-être un domaine qui peut-être de l'ordre de la politique, de la République, dans le sens étymologique du terme, c'est la chose publique. C'est tellement complexe que, voilà, mais par principe, si je dois prendre un peu de recul sur le sujet, effectivement, oui, on a tout intérêt, encore une fois, à revenir à cette idée de projet. Le projet, on explique aux personnes et dans nos formations, etc., que l'idée du projet, c'est avant tout la personne qui est au centre. C'est-à-dire, c'est elle qui va être, euh, qui va décider, qui va pouvoir se gérer, des choses comme ça. À partir du moment où, en fait, ce pouvoir-là, d'une certaine manière, on le perd et qu'on dépend de quelqu'un qui va nous donner à manger, d'une certaine manière, alors des fonds publics, de l'argent, des choses comme ça, on n'est plus maître à bord de son propre projet. Et ça, c'est un réel problème parce que tout ce qu'on aspire, tout ce à quoi on aspire en général, ben, on a, on a besoin de maîtriser d'une certaine manière notre vie. Si on dépend de quelqu'un, eh bien, on devient objet. Ce qu'on veut, c'est être acteur. C'est ça qui est hyper plaisant. Euh, de pouvoir, voilà, même si on doit on rater d'une certaine manière, finalement, c'est pas grave, d'une certaine manière. Ce qui rend, enfin, en tout cas, personnellement, ce qui me rend heureux, c'est d'être acteur le plus possible. Et donc, à ce niveau-là, si on part par principe, effectivement, l'idée, ça serait que les associations, d'une certaine manière, puissent être maîtres aussi, avoir peut-être des aides, oui, mais aussi avoir d'autres fonds. Alors après, de quelle manière est-ce qu'on rend tout à l'idée? Parce qu'après, il y a l'autre pendant. C'est-à-dire qu'après, on rentre dans une logique d'entreprise, de rentabilité, etc., etc. Donc ça aussi, c'est un gros danger. Et d'ailleurs, c'est en train d'arriver. Ouais, on le voit On dans le, les EHPAD, hein, par exemple. voilà, Ouais. bon, ben voilà. Mais là, c'est du privé, donc à la rigueur, quand c'est privé, on se dit, bon, c'est logique. Mais même au-delà de ça, de mon point de vue, j'en sais rien, je suis pas spécialiste, mais j'ai l'impression quand même qu'on donne énormément de force et entre guillemets, pouvoir. Beaucoup plus depuis peut-être 30 ans, 50 ans, j'en sais rien, par exemple, aux comptables. C'est-à-dire que ce sont eux, c'est les finances qui vont décider des choses, des choix. Donc, c'est un juste milieu. Je pense qu'il n'y a pas, je ne crois pas qu'il y ait, on va dire, une solution particulièrement, voilà. Il y a à réfléchir, à mon avis, et à s'interroger sur justement, euh, ce qui a le plus de poids et peut-être apporter un contrepoids, un contre-pouvoir parfois. Voilà, parce que sinon, on peut très vite glisser vers après des dérives ou des problèmes, quoi. On approche de la fin de cet entretien. Avant que je te pose la question finale, est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée et à laquelle tu aimerais répondre? Quelque chose que tu aimerais ajouter? Non, 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 franchement, non, non, je pense que cette idée-là, si je dois rajouter quand même, si je euh, ce qui est fondateur dans notre métier et ce qui me tient à cœur, on va dire, c'est cette idée de projet. Voilà, d'arriver à être maître de son projet et on va dire, cette petite méthode, d'une certaine manière, cette idée-là, je trouve qu'elle est déclinable dans tous les domaines de la vie, dans tout ce que l'on peut vivre. Et, euh, et je trouve que ça génère du sens et ça génère du bonheur, je pense.
Alors, si tu avais le pouvoir de changer le monde, si tu avais une baguette magique, par où est-ce que tu commencerais? Alors, si j'avais le pouvoir, justement, ça reprend ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est vraiment foncièrement ce que je pense. Je crois qu'il faut, je m'attacherai à créer avant tout un contre-pouvoir. Je crois que parfois les contre-pouvoirs ne sont pas suffisamment forts. Et c'est ce qui peut amener à des dérives. Et je crois que personne n'est à l'abri de partir à dérive s'il avait le moindre pouvoir. Merci beaucoup Mathieu, c'était un plaisir de discuter avec toi et à bientôt. Eh ben, merci à toi. À bientôt. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et que vous y aurez trouvé des réponses aux questions que vous vous posiez sur le sujet. Allez, récapitulons ensemble les 3 points clés de cet échange. Souvenons-nous tout d'abord que la validation des acquis de l'expérience, alias VAE, est un procédé qui consiste à valider les compétences des personnes à partir de ce qu'elles ont appris sur le terrain. Elle s'adresse à tous ceux qui ne souhaiteraient pas ou ne pourraient pas retourner en formation, mais qui souhaitent acquérir un diplôme pour valoriser ce qu'ils savent faire. Contrairement aux écoles qui demandent souvent le baccalauréat, la VAE est accessible sans le bac, et le diplôme obtenu in fine est le même que pour les personnes qui sortent d'école. Ensuite, que la VAE se constitue de différentes phases. D'abord, un dossier de faisabilité, qui permet de tester l'adéquation entre le profil du candidat et le diplôme souhaité, suivi d'un travail d'écriture, le livret 2, une sorte de grand mémoire qui se base sur un référentiel de compétences. Le dossier est à déposer selon un calendrier précis dont il est utile de prendre connaissance au démarrage de votre démarche. Enfin, les candidats doivent soutenir leur projet à l'oral devant un jury composé de professionnels du métier. Il est à noter que les candidats peuvent valider certains blocs de compétences, mais pas la totalité. Pour autant, ces blocs validés le restent à vie, ce qui signifie que la personne peut continuer de se former sur le terrain pour les valider plus tard ou bien acquérir ce qui lui manque via une formation plus classique. Enfin, je ne peux terminer ce podcast sans parler selon moi de ce qui fait l'intérêt politique de la VAE. À l'heure où les écoles et les centres de formation sont devenus des usines à formater et ne s'en cachent même pas, le fait de pouvoir accéder à un titre professionnel par une autre voie est un droit que nous devons non seulement défendre, mais utiliser. Je ne vous apprendrai rien en disant que certains secteurs sont cruellement en tension. Avec Mathieu, nous avons évoqué le cas de l'animation et du travail social, mais c'est vrai dans tellement de domaines. Les jeunes étant de manière générale plus influençables au début de leur carrière par manque d'expérience, ils sont plus sujets à être pris dans l'énorme broyeuse du système néolibéral. Mais si des personnes plus âgées et, soyons fous, conscientes des dérives de notre société, se débrouillaient pour intégrer ces institutions, en sachant pertinemment où elles mettent les pieds et en gardant toujours plusieurs cordes à leur arc pour ne jamais se retrouver piégées, ça pourrait être un acte de résistance concret et qui permettrait peut-être, à terme, d'empêcher l'étau de se refermer davantage. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez soutenir le Bazar culturel en adhérant à l'association. Le lien est en description, de même que toutes les informations relatives au travail de Mathieu. Merci d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.